Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. Vous découvrirez la nouvelle exposition installée au cœur du Palais Princier. Le mariage du siècle revient à travers de nombreux souvenirs et une riche documentation sur l'union du prince Régnier III et de la princesse Grace le 19 avril 1956. Une soirée patrimoniale qui met en avant le travail des élèves. Hier soir avait lieu la cérémonie de remise des prix du concours de langue monégasque. La Roca Team remonte au score en finale du championnat de Betclic Elite. Les basketteurs monégasques égalisent une victoire partout face à Paris et vont bénéficier de l'avantage du terrain puisque les deux prochaines rencontres auront lieu à Monaco. Nous nous rendrons à Viareggio en Italie où se prépare une nouvelle édition du Crossing, cette course en waterbike au profit de la Fondation Princesse Charlène. Le départ est prévu demain d'Italie. Autre opération caritative, elle se déroulera cette fois dans les rues de Monaco. Le Tour de l'Espoir va permettre notamment de parcourir le tracé du circuit de Formule 1 à bord de supercars, le tout afin de récolter des fonds pour la Fondation Flavien. Il y a 70 ans, en avril 1956, le monde assistait à l'union entre le prince Régnier III et l'actrice américaine Grace Kelly. Depuis aujourd'hui, le public peut se rendre au Palais Princier dans les grands appartements pour découvrir les coulisses de ce moment historique et inoubliable. L'exposition Le mariage du siècle dévoile plus de 500 documents d'époque et d'archives inédites. Visite signée Sarah Incari et Alexandra Paolini. Après le couronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre, il s'agit tout simplement du deuxième plus grand événement télévisé du XXe siècle. 1800 journalistes ont couvert ce que le Figaro, suivi de nombreux médias, ont surnommé le mariage du siècle. Il a suscité l'acquisition de récepteurs de télévision qui n'étaient pas évidemment, comme aujourd'hui, unanimement possédés par les familles. Et on voit d'ailleurs dans l'exposition que sur les grands boulevards, dans les vitrines de magasins qui étaient équipés de téléviseurs, eh bien, il y avait un attroupement pour suivre en direct, diffusé en Eurovision, la retransmission du mariage civil et du mariage religieux du prince Régnier et de Grace Kelly. Alors évidemment, cet aspect médiatique est en partie et très certainement dû au caractère déjà médiatique de la mariée. Au fil du parcours, le public découvre d'innombrables trésors, pour la plupart jamais dévoilés, des tenues du couple aux cadeaux qu'il a reçus en passant par les plans de table ou encore les menus. Nous nous sommes efforcés effectivement de multiplier les sources, bien sûr les archives du Palais, bien sûr l'Institut audiovisuel, mais d'aller bien au-delà. Nous sommes allés chercher des images filmées, des images d'archives jusqu'à Los Angeles, les fonds d'archives évidemment parisiens pour Cocteau, pour Nadia Boulanger, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, les archives du Quai d'Orsay pour voir comment la diplomatie française a vu ce mariage, et aussi évidemment la perception qu'ont pu avoir les monégasques, les résidents. Nous avons été très heureux de retrouver les petits-enfants qui ont accueilli le 12 avril 1956 Grace Kelly sur le quai du commerce, le quai Antoine Ier aujourd'hui. Pour son mariage, le souverain s'est montré très impliqué, comme en témoignent ces croquis de son costume dessinés de ses mains. Il donne des instructions très précises dès le départ à son équipe rapprochée, que Paris Match avait surnommé le ministère du mariage. Il dessine lui-même le dé qui va être positionné au pied des marches de la cathédrale. C'est lui qui détermine l'itinéraire entre la cathédrale Sainte-Dévote où le bouquet de la mariée est déposé et le retour du palais. Alors il n'est pas seul, évidemment, et on a voulu aussi mettre la lumière sur tous ces acteurs, ces seconds rôles de ce grand film réussi du mariage princier, de l'architecte décorateur, mais aussi les maîtres de la musique, et puis la participation des gens de lettres, des académiciens français, de Jean Cocteau, de Marcel Pagnol, mais aussi d'une forme de culture populaire avec Lucienne de Lille, avec Annie Cordy même qui se produit, parce qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde dans ces réjouissances populaires, ces 8 jours de fête. 8 jours de fête racontés ici et qui permettent à tout visiteur de comprendre comment ce mariage a fait entrer Monaco, encore peu connu à l'époque, dans une nouvelle ère.
Comme chaque année au mois de juin, des élèves méritants qui ont brillé dans des épreuves écrites et orales ont été mis à l'honneur hier soir lors de la remise des prix du concours de langue monégasque. Au total, ce sont 76 élèves du CM1 à la terminale qui ont été récompensés. Voyez ce reportage de Juliette Rappert et Camille Caloni. C'est dans la cour d'honneur de la mairie que s'est déroulée la remise des prix du concours de langue monégasque en présence du souverain, du maire, de mademoiselle Mélanie Antoinette de Massy et du ministre d'État. Comme veut la tradition, la cérémonie a débuté par l'hymne monégasque, interprété par Oukantine Daroka. Cette année, 1200 élèves du CM2 à la terminale ont participé au concours et 76 élèves ont été récompensés. Une fierté pour le corps enseignant et ses élèves. J'ai pris cette option parce que c'est la langue de mon pays, ça vient de ma famille aussi. Ma mère a été prof de monégasque, ma sœur aussi cette année. Mes professeurs m'ont beaucoup appris, du coup je voulais un peu montrer, on va dire, ce qu'ils m'ont appris et être fière. Je suis extrêmement fière, je pense que ça se voit sur mon visage. J'en ai même des frissons de voir l'investissement qu'ils ont mis dans leur apprentissage. Les élèves qui ont fait la scénette, ils ont appris ça en 5 jours. On a toujours beaucoup de stress avant, beaucoup d'angoisse. Et puis voilà, on est là, je n'ai même plus de mots tellement on est heureux pour eux et pour toutes les personnes qui sont ici et qui vont voir ça sur Monaco Info. Donc c'est vraiment un réel plaisir. Une traditionnelle scénette, interprétée en monégasque par les élèves, a ensuite témoigné de la vitalité de cette langue et l'attachement qu'elle suscite auprès de cette jeune génération. Au mese de novembre, gardo e case pavesae, se vedun tu de drapei polonesi que de drapei monégaschi. Que vergogna! C'est aussi une année particulière pour l'enseignement du monégasque. Nous fêtons en fait les 50 ans de l'enseignement obligatoire du monégasque dans les établissements scolaires. C'est un honneur pour la mairie de recevoir les élèves parce que les élèves ont bien compris qu'en fait étudier la langue, l'histoire et les traditions, c'est tout sauf se replier sur un territoire. C'est se lier à une mémoire collective, à une identité. Donc c'est un très bel hommage, je crois, au pays et à la langue de nos anciens. Un patrimoine linguistique que Monaco entend préserver et faire rayonner. Passons au chapitre sport du journal. Après avoir perdu de peu au match 1 face à Paris, la Roca Team a été impériale hier soir lors de la manche 2 de la finale du championnat de France de basket. Les Parisiens n'ont rien pu faire face aux Monégasques qui ont corrigé en grande partie les erreurs de la première rencontre. Score final 102-90. Nos correspondants à Paris, Justin Adel et Jérémy Henry, étaient sur place. L'écart a été fait dès le premier quart-temps. La Roca Team a asphyxié les Parisiens lors des 10 premières minutes de la rencontre, créant dès le début un fossé décisif. We were not there at the beginning. I feel like we only lost the first quarter by a lot, and then the last 3 quarters we were okay, but still not what we wanted. And in the finals, of course, against a good team like that, it's detrimental. So I feel like we can start better and be more focused on the game plan. Concernant le reste de la rencontre, Monaco a résisté à contrario du match 1 aux assauts des Parisiens. Ils sont parvenus de temps à autre à recoller au score en deuxième mi-temps, mais les Monégasques ont toujours maintenu une longueur d'avance. Une performance réalisée grâce à l'ensemble du groupe, mais aussi aux individualités comme celle d'Okobo, Diallo et Strazel. C'est des joueurs qui font ça depuis longtemps, c'est des pros, certifiés Euroleague, donc c'est facile quand tu sais que tu as un joueur comme ça qui va couvrir peut-être 2-3 gars sur l'action, sur l'aide, etc. Donc au niveau de la défense, c'est sûr que... Une bonne défense donc et une attaque tranchante qui permettent à Monaco d'avoir l'avantage du terrain. Pour l'emporter, il manque 2 victoires et les 2 prochains matchs se joueront à domicile. Il faut regarder ce match pour analyser, mais je pense qu'on a fait bon travail les 2 matchs, donc on va garder la même stratégie, je pense. Après, j'espère de grande ambiance à Gaston Médecin vendredi. Une défaite en principauté reviendrait ainsi à condamner la Roca Team à jouer un match 5 en terre parisienne.
Sport toujours avec une fin d'année scolaire inspirante pour des élèves de l'école François d'Assise Nicolas Barré. Ils ont reçu la visite d'anciens athlètes olympiques qui ont représenté la principauté lors de Jeux d'hiver ou d'été. Des rencontres qui visent à promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme, comme vous le dévoile Émilie Rousseau dans ce reportage réalisé avec Alexandra Paolini. On a toujours besoin d'aide et dans le sport, on s'aperçoit qu'il y a toujours de l'entraide. Les visages sont attentifs, les doigts se lèvent rapidement et on décèle même une pointe d'admiration face à ces sportifs qui ont représenté la principauté à des Jeux olympiques. 6 pour Fabienne Pazetti au tir à la carabine, 2 pour Thierry Vatrican en judo. Le but de ces rencontres organisées par l'AMAO, l'Association monégasque des athlètes olympiques, est avant tout de transmettre les valeurs du sport et de l'olympisme à la jeune génération. On essaye depuis plus de 3 ans maintenant de faire comprendre les valeurs de l'olympisme avec notre président Jérémy Bottin qui nous envoie un petit peu dans toutes les classes de Monaco et dans tous les établissements. Je pense que c'est une bonne idée pour leur faire découvrir nos valeurs, notre sport, l'olympisme et peut-être les motiver un petit peu à ce qu'ils prennent le pas, leur transmettre quelque chose, l'envie de faire, l'envie de gagner et de représenter Monaco et ses couleurs. Où se sont déroulés les premiers Jeux olympiques modernes en 1896 ? Athènes, Paris ou Londres ? À travers une vidéo, puis un quiz, ces élèves de CM1 de l'école FANB sont désormais incollables sur l'histoire des Jeux olympiques, leur fonctionnement, mais aussi la participation de Monaco aux différentes Olympiades et les valeurs de l'olympisme. Et ils ont bien retenu la leçon. C'est l'amitié, le respect et l'excellence. J'ai aimé parce qu'on a appris des choses et on a rencontré des anciens athlètes. J'ai appris des choses sur les différents sports et les pays qui pouvaient participer aux Jeux olympiques. C'était intéressant, est-ce que c'était inspirant aussi pour toi ? Oui, j'aimerais bien représenter un pays quand je serai plus grande. Qu'est-ce que tu retiendras de cette journée ? Je retiendrai tous les sports, au moins peut-être j'irai les faire. Qui fait du sport ici ? Magnifique. Fabienne Pazetti et Thierry Vatrican s'adressaient à des élèves déjà très sportifs. Tous pratiquent au moins une discipline hors milieu scolaire, du football, de l'athlétisme, du taekwondo, une génération très active. Moi, je trouve que déjà, il y en a beaucoup qui font plusieurs sports. Certains entre 2 et 3 sports, donc c'est déjà très impressionnant de pouvoir faire ça. Comme disait leur maîtresse, on se demande quand est-ce qu'ils ont le temps de faire les devoirs, mais non, c'est bien pour eux de voir qu'ils se dépensent aussi, parce que c'est très important pour la jeunesse de se dépenser un petit peu en plus de l'école et de s'épanouir aussi d'une autre manière. Cette dernière étape à l'école FANB clôture une série d'interventions dans les écoles de la Principauté. Des interventions inspirantes pour nombreux d'entre eux et qui pourraient faire naître des vocations. 1, 2, 3, Thierry ! Et nous sommes aujourd'hui encore en Italie avec la Fondation Princesse Charlène. Hier, nous vous parlions du Water Safety Day qui se déroulait sur la plage de Viareggio avec les enfants. Demain, c'est un tout autre défi qui est prévu, le traditionnel crossing, dont le départ devrait avoir lieu en milieu d'après-midi. Et cette édition nous réserve quelques surprises. Alban Gingembre, vous êtes sur place. À quoi doit-on s'attendre pour cette course ? Oui, pour rappel, le crossing, c'est cette fameuse course de 24 heures en pleine Méditerranée avec des waterbikes. Jusqu'à présent, l'épreuve ralliait Calvi en Corse à Monaco. Cette année, c'est ici, à Viareggio, que sera donné le top départ. Alors, on passe de 180 km à 225 km à parcourir. Et vous le voyez, la zone de départ est située dans un canal, un espace réduit qui ne permettra pas à tous les participants de partir en même temps. La nouveauté, ce sont donc des qualifications prévues avant la course qui donneront l'ordre de départ des 7 équipes. Pour résumer donc, plus de distance, plus de compétition, mais toujours la même volonté d'agir pour les causes portées par la Fondation Princesse Charlène et la Fondation Prince Albert II, la sécurité aquatique et la protection des espaces marins. Et comme d'habitude, l'événement est soumis aux conditions météorologiques. Pour le moment, le départ est prévu demain, vendredi à 15h, avec une arrivée 24 heures plus tard à Monaco, sur la plage du Larvoto.
Dans le cadre de la présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le bureau du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux s'est réuni ce matin au Monte Carlo Bay. Une rencontre consacrée au rôle des collectivités locales et aux priorités qu'elles portent au service des citoyens. Christinda Petit-Homel et Thomas Deus. Cette réunion a permis de rappeler la place essentielle des pouvoirs locaux, acteurs de proximité au quotidien. Les échanges ont porté sur les valeurs qui fondent leur action, qualité de vie, solidarité et bien-être des résidents, mais aussi concertation, dialogue et réciprocité, des leviers essentiels pour répondre aux attentes des résidents. Elle a également été l'occasion pour la mairie de rappeler plusieurs axes majeurs de son action, notamment en faveur des seniors, de la jeunesse et du sport, 3 domaines dans lesquels Monaco poursuit son engagement, avec pour objectif de préserver la qualité de vie des résidents et de renforcer la proximité, tout en soulignant l'importance de soutenir les actions sportives, les clubs locaux occupant une place importante dans la vie de la principauté. Nous avons nos équipes, nous avons notre football, le basket, notre champion Leclerc, nous avons le ski, nous avons notre tennis, mais la priorité de la mairie, des pouvoirs locaux, c'est d'intégrer la population à travers les fédérations et les associations sportives, pour qui, avec le gouvernement qui préside cette commission, on donne des subventions et puis on partage avec le gouvernement tous les établissements sportifs. C'est les questions qui ont été posées aujourd'hui pour que la population puisse exercer le sport, et c'est le sport pour tous. Un rôle de proximité qui prend aujourd'hui une importance particulière à l'échelle européenne. The Congress is a democratic organization and our core business is of course democracy, human rights and rule of law. And when we meet, we share experience but also best practice, how to invite the citizens in local democracy and how to deal with all these challenges we face. And the democratic backsliding concerns us a lot. But it's all the time. We are very pleased that Monaco has expressed a particular interest in human rights. That's important for us. But we also have reports, we monitor every member state when it comes to their commitment to the Charter for democracy, local democracy, human rights and rule of law. And we share all these reports and this experience at local level. Un moment d'échange qui a permis de mettre en lumière le rôle central des collectivités locales dans l'action publique. À travers leurs actions quotidiennes, elles contribuent à la qualité de vie et à la cohésion sociale sur les territoires. À Monaco, cette proximité se traduit par un engagement constant en faveur du bien-être des résidents et d'un accompagnement concret au quotidien. L'AGFI, média financier français, organisé aujourd'hui pour la première fois en principauté son cycle de rencontres intitulé « Les cercles de l'AGFI ». L'occasion pour les professionnels de l'investissement de rencontrer les experts monégasques. Alexandra Pani et Arnaud Humbert ont assisté à l'ouverture de cette conférence. Les acteurs de la finance étaient réunis pour échanger sur leur expérience et analyser les grandes évolutions économiques et financières de ce secteur. Le média financier AGFI proposait son événement phare pour la première fois en principauté et accueillait en ouverture comme invité d'honneur le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. C'était important pour nous de les recevoir en principauté, de montrer qu'un journal comme ça pouvait s'intéresser à la principauté et à la place financière monégasque en particulier. Et la salle a été pleine, ce qui montre effectivement que c'est une occasion pour les professionnels de venir discuter et échanger sur des sujets d'actualité et entendre un certain nombre de présentations, le programme étant particulièrement intéressant. Et je pense que ce sera un véritable succès. Plusieurs sujets d'actualité pour la principauté ont été abordés lors de cet échange, notamment les efforts entrepris quant à la sortie de la liste grise du GAFI, mais aussi les ambitions de Monaco vis-à-vis des outils d'intelligence artificielle.
Il y a aujourd'hui, est un sujet qu'on entend dans toutes les bouches, c'est effectivement également le cas en principauté. C'est un élément qui pour nous pourrait avoir un impact très fort sur la place, notamment l'intégration de l'IA dans les différentes activités établies en principauté. La place financière en est une, l'immobilier en est une autre. L'idée, c'est finalement d'arriver à ce que Monaco devienne une place d'excellence dans l'intégration de ces nouveaux outils au sein des secteurs d'activité déjà présents pour maintenir la dynamique très positive qui est la leur. Une centaine de professionnels de la place a répondu présent à cette première édition en principauté. Des voitures d'exception, des pilotes de renom et surtout une cause qui mobilise bien au-delà du sport automobile. À partir de demain et jusqu'au 21 juin, le Tour de l'Espoir revient pour une 3e édition à Monaco. Objectif, récolter des fonds pour soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies infantiles rares. Organisé par le Lions Club de Monaco au profit de la Fondation Flavien, l'événement réunira supercars, passionnés et personnalités du sport automobile. Le président du Lions Club est notre invité. Bonsoir Isidoro Miele. Bonsoir Patricia. Le Lions Club organise une manifestation du 19 au 21 juin. Parlez-nous de cet événement caritatif. Quel en est le concept et où se déroulera-t-il ? Donc, le Tour de l'Espoir, il a vu le jour en 2024. C'est une opération qui est conçue sous 3 volets. La première soirée, cette année, c'est le 19 juin. On fait une grande soirée de gala à l'hôtel Hermitage avec des animations de qualité à laquelle participeront aussi les Gypsy Gigs. Mais surtout, la soirée, elle est axée sur une grande tombola. Nous avons des lots de prestige qui sont offerts par nos sponsors. Et donc, ça nous permet de faire une première récolte de fonds. La deuxième journée, c'est le samedi. On étale 12 supercars vraiment exceptionnels. Nous avons des Lamborghini, des Porsche, des Ferrari et des McLaren. Donc, c'est toutes des voitures vraiment très, très haut de gamme. Nous avons la dernière modèle de la Lamborghini qui coûte 1 million d'euros. Et donc, toute la journée, nos pilotes, entre 10h et 19h, ils font des tours du circuit de Formule 1. Nous avons établi 2 tarifs. Un tarif à 80 € avec des pilotes, entre guillemets, normaux, et un tarif à 160 € avec des pilotes chevronnés. Ah, et qui sont-ils ? Alors, les pilotes chevronnés, vous connaissez sûrement notre sponsor historique qui est Raoul Marchisio, l'ancien pilote de rallye, qui vient avec sa mythique F40. Après, nous avons cette année des Italiennes, parce qu'ils viennent rejoindre l'Automobile Club de Campioni d'Italia. Il y a Christophe Bouchou qui a été champion, il a gagné Le Mans en 92 et il a gagné une fois la Carrera Cup pendant le Grand Prix de Monaco. Et quel sera le 3e volet ? Le 3e volet, donc ça c'est notre partenaire Raoul Marchisio qui l'organise. Il rassemble une vingtaine de supercars. Le dimanche matin, ils vont partir de Monaco pour aller sur le Turini. Ils redescendent sur Nice et ils reviennent sur Monaco. Chaque voiture, pour s'inscrire à cette balade, il paye 500 €. Donc, ça nous sert pour alimenter la donation qu'on va faire à la Fondation Flavienne. Alors, à qui est-ce destiné ? Des passionnés d'automobile, mais pas seulement, toutes les personnes aussi qui ont envie de faire un beau geste en s'amusant. Passionnés d'automobile, nous avons beaucoup de touristes de passage qui sont sur la place des casinos et quand ils voient ces supercars, ils sont attirés, donc ils sont tentés de faire des tours. Et donc un peu les invités qui viennent aussi au gala, ils reviennent le lendemain pour faire des tours, le baptême des supercars. Donc, l'un dans l'autre, nous arrivons à faire, les premières 2 années, nous avons fait 18 000 € en 2024 et 18 000 € en 2025 qu'on a reversé à la Fondation Flavienne. Cette année, on espère de faire un peu plus. On voudrait mettre la barre un peu plus haute pour justement essayer d'aider un peu plus la Fondation. Oui, et la Fondation Flavien qui, avec ses sommes récoltées, enregistre des résultats très efficients dans le domaine de la recherche sur les cancers pédiatriques. C'est une cause qui vous tient tout particulièrement à cœur. Il nous tient à cœur parce que le président il est très engagé. C'est une fondation monégasque, donc on a pleine confiance en eux.
Ils aident le centre scientifique pour la recherche, ils aident les enfants malades, ils aident les familles qui sont complètement en détresse. Donc, ils méritent vraiment d'être soutenus et aidés. Donc, c'est pour ça qu'on espère d'arriver à réaliser un peu plus pour donner un peu plus. Et pour conclure, Monsieur Miellet, on vous laisse lancer un dernier appel à toutes les bonnes volontés. Comme au monde de la fin, mis à part le rendez-vous qu'on attend tout le monde sur la place du Casino, justement, pour faire les baptêmes, je voudrais faire un appel de cœur aux entrepreneurs monégasques, aux mécènes, à tous les gens qui ont envie de nous aider pour justement essayer de donner encore plus d'ampleur à cet événement et récolter davantage des fonds à reverser à ces enfants qui sont complètement en détresse. Et donc c'est à partir du 19 juin, l'appel est lancé, on espère qu'il sera entendu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous Patricia et à la prochaine. Parmi les autres titres de l'actualité, la Maison de France a accueilli aujourd'hui une cérémonie de commémoration en hommage au célèbre appel du 18 juin, prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres. C'était il y a 86 ans. La Fédération des groupements français de Monaco et de nombreuses personnalités de la principauté y ont participé. Et notez-le dans vos agendas, un rendez-vous littéraire à venir. Le samedi 27 juin prochain sera organisé au Club Bouliste la 2e édition du Festival international littéraire franco-monégasque de 10h à 18h. 56 auteurs et 12 artistes d'art contemporain seront présents. Et la marraine de l'événement sera la journaliste Valérie Pérez, auteure de l'ouvrage Destin de femmes combattantes. Elle s'est imposée dans le paysage littéraire contemporain grâce à ses œuvres, mettant en lumière des figures féminines fortes. Dans quelques instants, vous retrouverez les prévisions météo pour la journée du vendredi 19 juin, présentées par Alexandra Pani. Nous refermons ce journal avec ces photos de Manuel Vitali au Palais Princier, où l'exposition Le mariage du siècle a ouvert ses portes et se prolongera jusqu'à la mi-octobre. Demain, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari à 19h. Passez une très belle et douce soirée sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce vendredi 19 juin. Une période de canicule sur plusieurs jours est attendue. La journée sera ensoleillée. Il est conseillé de bien se protéger car l'index UV sera de 8. Il fera jusqu'à 30 degrés au plus chaud de la journée. Le soleil se lèvera à 5h46 précisément et se couchera à 21h16. En ce 19 juin, nous souhaiterons une bonne fête au Romuald. Belle soirée à tous sur Monaco Info.